Oui, Désolé c'est pour pas, l'effet démo. pas de souci, je connais cette présentation par cœur. Et donc voilà, donc Oxeva a lancé le produit Nuage en fin d'année dernière. Donc Nuage est un produit cloud de type IaaS. Et pour la création de ce projet, on est parti d'un constat très simple qui est que le cloud est aujourd'hui hyper complexe en termes d'usage, en termes de lisibilité, notamment sur toute la partie facturation. Et nous, on a voulu démontrer que c'était pas quelque chose d'obligatoire et qu'on pouvait faire un produit simple et lisible. Voilà pourquoi on a lancé Nuage, qui est un produit donc développé entièrement en interne avec des équipes en France, hébergé sur des infrastructures en France également, puisque toutes les infrastructures sont montées par la société Oxeva, qui existe maintenant depuis 17 ans. 17 ans et qui fait donc de l'hébergement infogéré. Voilà, donc on profite de nos 17 années d'expérience pour lancer ce nouveau projet. Super, bah c'est génial, dis-moi. Dans un contexte cloud souverain aujourd'hui qui revient pas mal avec des problématiques, notamment liées au RGPD et tout ça. Alors pourquoi du coup avoir choisi plutôt une offre de type IaaS, dis-moi? Dis-nous. Alors, tout simplement pour respecter ce qu'on appelle la pyramide, moi j'appelle ça la pyramide IaaS, PaaS, SaaS. C'est-à-dire que si tu veux développer les couches supérieures, au départ, il te faut forcément une couche IaaS. Donc, c'est la première, donc c'est par celle-ci qu'on débute. Je sais que dans la roadmap, forcément, en moment, on va aussi aller sur les couches supérieures, mais voilà, en moment, il faut commencer de la base. La base, c'est la couche IaaS, c'est proposer de la puissance de calcul. Et c'est pour ça qu'on commence par là. D'accord, donc actuellement en termes de ressources, c'est ce que montre Nathan. En fait, on a différentes possibilités. Nathan, En effet. tu... Là, on voit en fait à l'heure actuelle la description technique d'un projet qui va comporter plusieurs instances. On peut voir sur la partie tout en haut les processeurs, la mémoire, le stockage et l'IP public qu'il y a actuellement sur ce projet en soi. Là, on voyait que de base, avant les nouveautés qui ont été apportées par Nuage, nous étions sur du 10 cœurs avec 168 Go de mémoire, avec 1000 Go de stockage pour 5 IP publics. Les derniers changements à l'heure actuelle ont fait que je crois qu'on est sur du 2000 pour du 256 Go pour 256 Go de mémoire. Avec combien de cœurs déjà? Je crois que c'est je vais aller 40 vite cœurs. voir. Maintenant, 40 c'est cœurs? 40 cœurs, ouais. Ah, je me disais bien. Donc là, en fait, nos ressources sont partagées par projet. Donc, quand on va créer un projet en soi, nous sommes limités à ces éléments en soi. Où est-ce qu'on peut voir quelles autres choses intéressantes? Ah, pardon pour ça. On a accès en direct aux usages des instances en termes de consommation de ressources, de mémoire et de stockage. La facturation en soi, je vais te laisser un petit peu plus expliquer. J'ai vu sur la documentation qu'on payait également pour les instances qui étaient considérées inactives. C'était du 0,1, je crois, on était. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, comme chez tous les cloud providers, vous payez aussi les instances qui sont éteintes, mais avec un prix moindre, pour rémunérer le stockage qui est utilisé d'une instance éteinte. Puisque nous, contrairement à la concurrence, on ne facture pas tout par petits bouts, puisque c'est ce qui fait que pour nous, du cloud est absolument illisible. Nous, quand vous achetez une instance, le prix qui vous est communiqué est le prix pour la puissance de calcul et le stockage rattaché, et également les IP. Je viens de voir le message dans le chat. Est-ce que vous voyez mieux maintenant? Alors, ça a l'air d'être un peu mieux, j'ai l'impression. Ouais. Du coup, Livia, en termes de... Je ne sais pas si tu peux l'aborder ou pas, mais en termes de clients, c'est plutôt quelle typologie de clients que vous avez actuellement? Enfin, dans quelle volumétrie, on va dire, en termes de données, peut-être, de fréquence d'accès. Enfin, il y a quel type de problématique plutôt aujourd'hui, un peu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on adresse surtout les problématiques en termes de, on s'adresse surtout aux développeurs qui ont besoin de quelques instants, surtout pour faire à la fois des tests, mais également héberger de la production. C'est tout à fait possible. Après, notre produit va aussi notamment s'adresser à des admins qui peuvent avoir plusieurs clients. Nous, c'est comme ça qu'on a vraiment détaillé le projet, le produit en division en termes de projet, qui permet de facilement cloisonner les ressources allouées à tel ou tel projet, donc différents clients. Donc pareil pour tout ce qui est web agency notamment, c'est très pratique, ou des équipes qui grossissent, puisque l'idée c'est aussi de donner la main après aux équipes pour qu'elles puissent directement créer leurs instances, tout en maîtrisant les usages globaux.
Voilà, donc comment a été designé, notamment en termes de. Là, tu montrais les histoires de quotas. Les Oui. quotas seront éditables très prochainement par directement les utilisateurs. Donc, ça permet voilà, d'assigner un certain nombre de ressources par projet et cloisonner les usages. Ah, ça c'est très intéressant. On a vu également qu'en fonction de la gestion des équipes, qu'on était libre de créer nos propres instances en soi, malgré le petit bémol qu'on ne peut pas associer une clé SSH par instance. J'ai vu que par la suite, sur les features, que ça allait être le cas. Mais en termes d'ajout des membres sur un projet pour partager les instances, on a une très grande facilité par rapport à ça. Il suffit tout simplement d'inviter la personne au projet avec son adresse mail et elle a accès aux ressources avec les droits qui sont définis par la suite dans la gestion du projet en soi. Donc ça, on a parlé de tout ce qui était cloud media. Je vais parler un peu maintenant, moi, de mon côté, de tout ce qui est la documentation en soi de nuages, de tout ce qu'on a pu voir avec François actuellement. Hop. Un des gros points positifs qu'on a retenu en fonction de la documentation, c'était la rapidité d'accès aux informations ainsi que la présentation en même temps des features qu'il allait avoir sur certains éléments. On a vu par exemple pour tout ce qui est la gestion des groupes de sécurité qu'on parlait à un moment qu'on aimerait bien avoir la main sur tout ce qui est définir nos propres règles ou autre que de laisser les trucs qu'il y avait par défaut, que c'était déjà pris en compte dans vos autres features. J'avais cru comprendre également qu'il y allait y avoir aussi des éléments, comme on disait, sur le GKE ou sur tout ce qui est cluster Mongo. Est-ce que tu peux plus parler par rapport à ça ou c'est encore un peu trop tôt? Alors tout ça, c'est quand même, enfin toute la partie GKE Mongo, c'est pour moi, on est déjà dans une partie pass, donc ça sera quand même beaucoup plus lointain. Par contre, Ok. les groupes de sécurité, on est justement en train de développer en ce moment ce qui est groupe de sécurité personnalisé. Donc là aujourd'hui, on a fait 3 grandes familles puisque c'est quand même, ça couvre la grande majorité des usages. Et après, pour les geeks qui veulent vraiment tuner au port près, ça sera prochainement possible de créer ses propres groupes de sécurité. Ouais. Effectivement, ça c'est un point qu'on a apprécié, c'est le fait que la doc est très bien fournie, très claire, et il n'y a pas de blabla. Enfin, c'est vraiment, on a l'information très rapidement, on le trouve très Ouais. rapidement. Il y a pas mal de, c'est clair en fait, on voit un petit peu la roadmap aussi à venir. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ouais, roadmap qui sera d'ailleurs public. Là, on est en train vraiment de finaliser. On est dans les starting blocks pour publier la roadmap de manière publique. Donc là, c'est une annonce qui sera faite vraiment dans les tout prochains jours. D'accord. D'accord, c'est vrai que dans un souci de transparence, effectivement, c'est plutôt intéressant. Oui, puis en termes de feedback, nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse, que les gens puissent participer, puisque bah, nous, forcément, on a notre idée sur qu'est-ce qui est prioritaire. Et si on a aussi choisi de lancer Nuage aujourd'hui avec un certain set de fonctionnalités, c'est aussi pour se confronter tout de suite au marché et voir ce que les gens nous disent en termes de priorité de développement. Ça, on a pu très bien le voir avec le support en soi qui nous était donné lors de la configuration de nos projets. C'est vrai qu'on n'a jamais vu des réponses aussi rapides et précises dans les éléments qu'on avait besoin. Donc ça, honnêtement, c'était un gros point positif que nous, on avait vu par rapport à ça. Par la suite, du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver. Bon, franchement, déjà, les groupes de sécurité, ce sera très pratique, sans te mentir. Eh bien, je peux déjà un peu, on va dire, faire un peu un spoiler. Donc, les groupes de sécurité personnalisés, ça, c'est vraiment ce qui est à court terme. Et il y a également la possibilité, après, d'avoir ce qui est des IP publiques persistantes. Puisqu'aujourd'hui, quand vous assignez une IP à une instance et que vous l'enlevez, si vous en redemandez une, vous avez une autre IP. Donc voilà, pour tout ce qui est, je prévois tout ce qui est load balancing, etc., il y aura possibilité de réserver une IP qui ne changera pas. Très pratique. Du coup, on parle de quel type de load balancing, basé sur quels critères, par exemple, concrètement? Alors là, pour l'instant, comme on est sur une couche IaaS, ça veut dire du load balancing que, comment dire, plutôt basculer, plutôt du failover d'ailleurs, basculer une IP publique sur une autre instance sans perdre cette IP. Voilà, on parle plutôt de ce type d'usage. D'accord, donc là, on se rapproche un petit peu de, pardon pour le parallèle, mais un petit peu des peut-être managed instance group, manage instance group sur, par exemple, GCP, ou enfin, est-ce que ça se rapproche un peu de, de la philosophie Alors, un petit peu, mais pour l'instant, c'est vraiment en embryon, hein. Tout ça va aussi se développer D'accord. par la suite. Là, pour l'instant, c'est surtout pouvoir garder une IP et ne pas la perdre, et après pouvoir la balader entre plusieurs instances. D'accord. Alors, je pense qu'on peut faire un petit tour sur le projet en soi pour montrer. T'en penses quoi, François?
Oui, bah vas-y, tu peux présenter Hop. l'interface des VM éventuellement. Yes, je N'hésite me pas à zoomer, remets sur la page du projet. Qu'est-ce qu'il y a? N'hésite pas à zoomer un petit peu plus, s'il te plaît. Ouais. Et on voit le dark mode d'ailleurs. Ah bah, j'ai très apprécié. Ouais. Hop, alors, là, nous sommes sur un projet en direct. On voit que nous avions déjà créé une instance pour le test. Pour accéder à nos projets, on peut aller voir sur nos espaces de travail tout ce qui est lié actuellement dans les projets. Là, on avait créé un par défaut. On va en créer un par la suite. Petit spoiler, on va vous faire une présentation en direct pour montrer la création d'une instance avec un projet en soi pour voir le fonctionnement concret de Nuage dans son intégralité. Donc, sur l'interface, vous avez accès à votre consommation en direct par projet, depuis qu'on a commencé à lancer Nuage. Et vous pouvez également voir, du coup, sur les projets, les ressources qui sont utilisées par vos projets en soi. Actuellement. Là, on peut voir, du coup, pour notre projet Gipster Apps, les processeurs, la mémoire, le stockage et l'IP public qui est utilisé dans l'ensemble de ce projet. Rien ne nous empêche de créer un nouveau projet, d'avoir accès à ces éléments. Et par la suite, je suppose qu'on pourra également les définir. Exactement. Ouais, c'est pour ça que tu vois, tu as un petit sens interdit. C'est pareil, ça sera très rapidement éditable. En tout cas, aujourd'hui, ça l'est via le support. Donc, c'est un peu laborieux de faire une demande, mais très prochainement, ça sera possible. J'avais une petite question, moi, par rapport au stockage. Vous êtes sur quoi comme type de stockage? Alors, aujourd'hui, on est sur un stockage centralisé NVMe et on utilise la technologie Ceph pour cela. D'accord. On va faire un... Excuse-moi, Nathan, si tu veux passer sur du SSD, du HDD, C'est du NVMe, justement. NVMe, d'accord. On va aller faire un petit coup de tour dans le projet en soi pour ajouter un petit coup d'œil à notre instance qu'on a en direct. Alors, ça, c'est pour les utilisateurs. Voilà, hop. Donc là, on peut voir en direct toutes les informations de notre instance. Alors, ce qu'on peut peut-être préciser, oui, tu as peut-être dit au détour d'une phrase, mais il y a différentes organisations. Enfin, il y a le projet, puis les instances en dessous. Oui. Alors, est-ce que, du coup, Olivier, il y a une limitation en termes d'instances, en termes de nombre d'instances? Alors, il n'y a pas de limitation en termes de nombre d'instances, ou plus exactement, la limite, aujourd'hui, nous, elle est fixée à 250 instances par projet. La première limite que tu vas avoir, c'est celle des quotas que tu vois en haut. Et c'est pour ça que ça sera éditable. Alors, il y a une partie qui est éditable au niveau, vous, de l'organisation, que vous pouvez éditer, et puis passer certaines limites. Là, il faut passer par le support. Puisque si vous commencez à avoir 200 instances, nous, on a ce qui s'appelle le KYC, n'est-ce pas? Le Know Your Customer, pour autoriser à consommer autant de ressources. Mais en tout cas, c'est possible avec aujourd'hui une limite haute à un peu plus de 200 instances par projet. D'accord. Et petite question par rapport à ça, tant qu'on parle de la gestion des ressources, en fonction des instances, en termes de resize, je sais que c'est pas tellement possible en soi une fois que l'instance elle est créée. Vous avez déjà prévu le plan par la suite pour mettre en place un resizing en direct une fois que l'instance est éteinte pour changer les paramètres de l'instance en soi? Oui, exactement. Ouais. Le resize est également dans la roadmap. Nickel. Donc on va voir déjà, là on peut voir du coup les options qu'on a en fonction de l'instance qui est en train de tourner, on peut l'arrêter, la redémarrer, on peut dissocier l'UP public, on peut gérer ses groupes de sécurité en direct, savoir si du coup on lui autorise tout le trafic, si on ouvre le SSH ou que le HTTP. On peut vraiment appliquer et faire tout ça en un clic qui est vraiment très rapide. On peut voir du coup ce qu'on a vu également lors de la présentation de l'offre, ce qui est les usages qui est fait en fonction de l'instance, en termes de l'instance en soi, en termes de ressources. On l'a bien mis ce jour-là. En termes de processeur et de mémoire, qui franchement, je trouve qu'il est très intéressant. On peut également les exporter si besoin pour analyse. Je pense que c'est à peu près tout. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne directement, François, sur la présentation de l'application en direct? Oui, on peut faire ça, oui. Je vais prendre la main du coup et présenter plutôt la partie. Je dois gérer le chat, du coup. Bien sûr. Je te laisse la main, bouge pas. Allons-y. Alors, il y a une question dans le chat. Est-ce que vous nous entendez toujours, en fait, au passage? C'est bon? Il n'y a pas de problème de son? Il y a du start-stop d'instance à la demande? Oui. En fait, alors si je reformule la question, c'est possible via API.
D'ailleurs, dans la doc là, dont tu parlais, il y a toute une partie documentation, tutoriel sur l'utilisation de notre API. Et donc, c'est très facile pour un développeur de programmer. Par exemple, pour moi, l'usage courant, c'est démarrer une certaine instance tous les jours de la semaine à 8 heures du matin et l'éteindre à 18 heures. C'est quelque chose qui est programmable avec 3 lignes de curl. Donc voilà, tout est expliqué dans la documentation en pas à pas. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser et en abuser. Alors, effectivement, ça c'est un des points positifs un des points forts qu'on a remarqué, hein, c'est que la doc elle est très fournie, notamment sur l'API, avec le rendu public du coup de l'API il y a quelques mois, là, enfin, on se souvient de votre annonce. Donc ça c'est plutôt apprécié. Ici on va pas le tester, du coup on va plutôt tester directement via l'interface. Donc voilà, donc je vous propose, moi j'avais déjà une instance en fait sur mon projet, hein. Donc là j'ai une organisation iponlead.nuage du coup. Donc là je vais simplement supprimer mon instance, hein, pour repartir de zéro. Donc là on peut supprimer des instances en fait à la volée, hein. C'est tout à fait possible. Voilà, donc c'est quand même assez rapide, ça prend un petit peu de temps, mais Alors, on me demande dans le chat commande curl s'il n'y avait pas de CLI dans CI, dans Nuage actuellement, pardon. Il n'y a pas une CLI précisément justement dédiée nuage, hein. La CLI pour piloter nuage, c'est curl aujourd'hui. Après, avec un petit peu de bash, on peut faire tout ça facilement. Mais là, pour l'instant, on veut essayer d'éviter d'être trop redondant et de multiplier les outils. C'est l'interface ou l'API, sachant que l'interface utilise à 100% l'API. Donc, tout ce que vous faites avec l'interface est forcément possible sur l'API. Et l'API est même un tout petit peu en avance en général sur l'interface. D'accord. Donc, pour répondre à une question que je vois également dans le chat, donc oui, on peut stop, start et reboot depuis l'interface. Voilà, et comme je vous l'ai montré, on peut aussi du coup supprimer carrément une instance à la volée. Du coup, donc là, j'ai un projet qui est maintenant vide. Donc on va repartir de zéro, hein, tout simplement. Au passage, par facturation, je ne sais plus si tu l'as montré, mais en fait, on peut voir la facturation directement. On a un espace ici, hein, donc on peut voir. On peut aussi parrainer en fait des gens, en fait, hein, tout simplement, donc, au passage. Donc la facturation, donc on voit vraiment un détail ici de manière détaillée. Ça peut être chargé. Je vais peut-être pas montrer mon moyen de paiement. Mais voilà, en tout cas, il y a un espace sur le compte dans les paramètres à droite. Donc là, si je reviens au projet, je vous propose, on va recréer une instance depuis zéro. Ouais. Le temps que tu fais ça, je viens de voir une question qui est très intéressante dans le chat. On me demande, Olivier, si vous aviez également une roadmap qui concerne les certifications de type Secnum Cloud ou de HDS. Alors effectivement, les certifications, c'est un sujet important. Par contre, il fallait que nous, on lance le projet avant d'obtenir les certifications. Il faut forcément que ce soit un produit lancé. Donc c'est quelque chose qui est également dans la roadmap. Enfin, l'objectif est d'avoir une certification HDS. Et à partir du moment où on a fait tout le travail pour HDS, les autres certifications autour, c'est assez rapide. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, du coup HDS, c'est tout ce qui concerne les données de santé. Oui. Peut-être détailler un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, il y a d'autres questions. Donc, on vous demande s'il y a déjà un provider Terraform. Est-ce que c'est prévu? Alors, le provider Terraform est prévu, mais on a une communauté géniale. Donc, il y a quelqu'un qui a déjà commencé en provider Terraform avec toutes les fonctionnalités de base. Donc, ce n'est pas un provider officiel, c'est vraiment un utilisateur de nuage qui l'a fait. Et dans la documentation de l'API, il y a un renvoi vers son connecteur. Super, merci. Et du coup, il y a une autre question encore. Donc, PSI DSS. Je ne sais pas trop c'est quoi la question derrière concrètement, mais est-ce que du coup, c'est basé sur du PSI ou enfin... Là, pareil, c'est une certification à obtenir, PCI DSS. Alors, PCI DSS, c'est finalement une norme avec peu de contraintes niveau infra, mais surtout beaucoup de contraintes après sur le niveau applicatif. Donc, si vous voulez héberger une application qui soit compatible PCI DSS, 90% du travail va être sur la certification de ce que vous faites dans votre instance et finalement assez peu sur la partie infra. Mais en fait, tout ce lot de certification, homologation vient chez nous ensemble, puisque c'est finalement le même travail et après, c'est des gros dossiers où on redit plus ou moins la même chose dedans. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vais reprendre la main du coup pour faire un petit test. Donc,
comme je le disais au début, en fait, on a reçu un pack. En fait, on a eu la chance d'avoir un pack, un petit paquet cadeau avec du crédit, du coup, pour tester. Donc, c'est ce qu'on a fait un petit peu avec Nathan depuis quelques semaines. Donc, on vous propose de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, hein, finalement. Donc, l'idée ici, c'est de créer, du coup, sur notre projet, du coup, une instance, donc une machine virtuelle, une VM. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on voit que l'interface est relativement simple, hein. Donc, j'ai zoomé, donc c'est un petit peu... si on dézoome, ça rend comme ça. Là, donc je vais rezoomer quand même un petit peu. Donc là, on peut mettre en fait un nom, hein. Donc, on a un nom par défaut avec un timestamp dans le nom. Ensuite, on peut choisir un système, donc parmi 3 distributions Linux. Donc là, en fait, en fonction de votre affinité avec l'une des distros, bah, c'est assez pratique. Donc là, nous, ici, on va prendre plutôt du Ubuntu. On voit qu'on est en LTS, hein, pour le coup. On peut prendre une version plus récente, qui n'est pas LTS, mais on peut choisir une LTS au passage. Au niveau des vCPU et de la mémoire et du stockage, donc on a différentes options en fonction de la capacité dont on aura besoin. Donc ici, je vais mettre juste peut-être 4 vCPU et 4 Go de RAM, hein. Ça devrait suffire pour l'application qu'on va lancer. Au niveau du stockage, pour l'instant, c'est bridé à 100 Go, mais il me semble que dans nos discussions, c'était ressenti ça pourrait évoluer, a priori. Ouais, tout à fait. On va proposer, pareil, rapidement là, du stockage avec des capacités différentes à la création de l'instance. On disait pareil, 100 gigas, normalement, on couvrait une bonne partie des besoins de départ, mais on proposera forcément plus rapidement. C'est pas une limitation technique, hein, parce que nous, derrière, on a le stockage. D'accord. Alors là, pour l'instant, en fait, il faut bien réfléchir à ce qu'on va choisir comme ressource, parce que pour l'instant, on ne peut pas resaliser en fait, à la volée, hein. Ça va venir, comme le disait Olivier. Donc là, j'ai mis 4 et 4, ça devrait suffire pour notre application, hein. On peut directement en fait, venir associer en fait, une IP publique et éventuellement en fait, ouvrir l'accès en SSH. Donc là, c'est ce qu'on va faire, hein. On va associer une IP publique et ouvrir l'accès sur le port 22. Et ensuite, on peut aussi associer, du coup, pour s'y connecter, une clé publique, du coup. Donc là, moi, en l'occurrence, j'en ai déjà une pour mon poste. Donc c'est ce qu'on va faire. On va la choisir. Sinon, on peut très bien aussi apporter une clé à la volée. Ça, c'est tout à fait possible. On a une section dans Nuage qui nous permet de base d'importer un nombre X de clés qu'on souhaite pour nos instances en soi, si nécessaire. Effectivement, si vous allez ici en haut à droite, on peut aller dans les clés SSH et les administrer. Donc, une partie importante là sur laquelle je veux revenir, c'est tout le menu de gauche dans l'écran de création d'instance. Bah voilà, ton instance est prête, donc juste si tu veux revenir quelques secondes dessus. Ouais. Où justement, nous, de manière très transparente, on dit tout de suite combien ça va vous coûter, que ce soit à l'heure ou au mois. Pareil, parce que moi, les prix à l'heure, quand on manipule des centimes, on a du mal à se rendre compte. Donc voilà, en un clic, on peut savoir combien ça va coûter au mois pour mieux se rendre compte. Et ce prix, il est ferme, dans le sens que, quel que soit l'usage que vous ferez de votre instance, vous ne pourrez pas payer plus cher que ça. Et je vous mets au défi de faire la même chose chez Amazon ou Google. Vous allez créer une instance, on vous annonce un certain prix, et à la fin du mois, vous allez payer plus cher, vous n'allez pas comprendre pourquoi. On va vous dire que ça dépend de votre usage, des ressources additionnelles. Nous, au moins, c'est un prix fixe, et quand vous cliquez sur le bouton, vous savez combien vous avez payé à la fin du mois. Et en dessous, on a aussi l'affichage des variations sur le projet. Donc, alors là, il y avait 0 instance. Donc non, d'ailleurs, comme il y a ton autre instance à 4 cœurs, voilà, ça change au fur et à mesure. Et donc, vous voyez, quand vous allez créer une instance, la variation sur les quotas actuels. Parlant des coûts, j'ai 2 réactions par rapport à ça qui est très intéressante. On me demande que paye-t-on quand l'instance est arrêtée, si ce n'est que le stockage, et s'il n'y a pas également sur des coûts sur le réseau en soi. Alors, quand l'instance est arrêtée, aujourd'hui, c'est un prix fixe de 1 centime de l'heure. Voilà, et quelle que soit l'instance, donc qu'elle ait 1 cœur ou 32 cœurs, c'est toujours 1 centime par heure quand elle est éteinte. Et non, il n'y a pas de coût de bande passante. Et c'est bien justement des arguments, c'est-à-dire que le prix que vous voyez là, c'est avec la bande passante comprise. La bande passante qui est utilisable sur l'instance va aussi dépendre de sa puissance. C'est sûr qu'avec une instance 1 cœur, ça sera l'instance qui sera limitante en termes de débit. D'accord. Du coup, c'est vrai que c'est des tarifs plutôt avantageux. Effectivement, on a comparé un petit peu justement avec vos concurrents, on va dire, sur le marché français. Donc, pour les tarifs minimaux, effectivement, ça va quoi.
Du coup, là, je vais retourner sur l'instance, hein, au passage. Donc là, on voit que ça s'est vraiment créé très rapidement. En moins de 30 secondes, on a eu l'instance. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On voit qu'on a une IP privée sur le réseau, du coup, et une IP publique, donc exposée, en SSH. Donc là, je peux cliquer dessus pour voir en fait ce que j'y ai affecté comme, en termes de ressources. Donc on va prendre un petit peu toutes les informations. Si je clique dessus, je vais pouvoir en fait du coup l'arrêter, la redémarrer, dissocier l'IP public, ou gérer les groupes de sécurité, ou la supprimer comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là par exemple si je fais gérer les groupes de sécurité, je vais pouvoir par exemple ouvrir en fait le port 80 sur le web, sur internet. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, on nous demande toujours est-ce que vous êtes sûr, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Hein, on a toujours un petit rappel. Donc là, pareil, c'est quasiment instantané, en fait. Donc ça, c'est assez rapide. L'interface, elle est vraiment très chiadée, ça, c'est pas mal. Donc là, une fois qu'on a fait ça, du coup, là, je peux m'y connecter. Donc là, c'est ce que je veux vous montrer. Voilà. Donc là, on va essayer ça, je viens sur ma machine. Donc là, je vais pouvoir, sur l'IP public, donc je vais la récupérer au passage. Oups. Alors, du coup, l'IP, c'était quoi? C'était 185, 189, 156, ouais. 134. Là, je peux m'y connecter, hein, donc je vais accepter la connexion. Donc là, je suis directement connecté sur la machine, hein, donc à distance. Par contre, on voit pas ton terminal. Ah, ça partage pas? Attends, je vais... Non. Attendez, je vais juste repartager du coup l'écran. Hop. L'effet démo. Ah, ça y est, on le voit. C'est bon là, du coup, je vais recommencer. Hop. Du coup, pour s'y connecter, rien de plus simple, hein, c'est une commande SSH toute simple. Donc on met le user qui est Ubuntu, l'IP public, et on peut préciser du coup la clé publique. Si on la met pas, en fait, il va aller récupérer celle qui est nommée IDRSA par défaut dans votre répertoire pour SSH, donc ça fonctionne aussi. Donc là, je suis connecté sur la machine, hein, donc on peut regarder l'hostname. Donc là, on retrouve bien la VM en fait, hein, qui correspond bien à ce qu'on a ici dans le prompt. Donc par défaut, on est dans le dossier en fait home Ubuntu. Voilà, donc je suis logué en tant que Ubuntu sur la machine. Donc au passage, je dispose aussi du coup donc je suis en sudo, hein, donc ici je suis bien dans le groupe des sudoers, donc je peux installer si je veux des softs, des applications. Donc voilà, donc là pour l'instant en fait ce qu'on va faire, on va simplement récupérer un projet qu'on a créé en fait, une application générée sur Gipster. Donc Gipster c'est un projet qui permet, c'est un générateur de projets, back, front ou full stack. Donc là c'est ce qu'on va faire, hein. Donc je fais un clone tout simplement. Je vais aller dans le répertoire du projet. Donc là je suis toujours dans mon home, hein, finalement. On voit que c'est un projet classique, hein, full stack, donc c'est un monolithe qu'on va tenter de déployer. Donc pour cela, en fait, je vais avoir besoin d'une version de Java, donc je vais installer du coup des dépendances pour SDKman pour pouvoir installer SDKman. Donc là, on voit que je suis en sudo, donc je peux installer des dépendances si j'ai besoin, au passage. Donc ensuite, je vais aller chercher SDKman. Donc ça télécharge. Il faut que je source du coup le .sh. Donc là, je vais installer simplement une version de Java, hein, donc avec SDKman. En fait, comme sur votre poste ou comme sur un Ubuntu serveur, vous pouvez en fait installer des softs. Hein. Vous êtes maître en fait sur la VM pour l'administrer. Donc là, c'est en train d'installer Java. Il n'y a pas de questions dans le chat pendant ce temps-là? Non, pas pour le moment. Ok, donc là, je vais vérifier que j'ai bien une Java 17 qui s'est installée. Très bien, donc je vais faire juste un export Java Home. J'avoue, je triche un peu, je copie-colle les commandes que j'ai préparées avant. Je vous enverrai le lien sur le dépôt par la suite. Là, si on fait un echo Java Home, là, je prends bien vers la version 17. Voilà, donc ensuite je vais avoir besoin de Node, du coup la version Node LTS, donc je vais installer NVM en fait pour pouvoir l'installer. Voilà.
Donc pareil, je vais devoir sourcer mon bash RC, hop, et installer l'LTS de Node. Voilà, donc a priori, je suis bien sur la version LTS de Node, la version 16. Alors ici, on va avoir besoin en fait de 2 terminaux. Pour l'instant, de toute façon, ici, on va pas vous montrer en fait le déploiement en fait au niveau d'une image Docker ou d'un Kubernetes. On va rester le plus simple possible. C'est possible de toute façon d'installer un K3s par exemple pour gérer ces pods, ces containers dans un cluster léger Kubernetes. Donc on peut gérer comme on veut aussi un Nginx par exemple, où c'est vraiment on est maître sur la VM. Là ici le but c'est pas forcément que je vous montre toutes les possibilités en fait sur Ubuntu, puisqu'on peut le faire en fait autre part. Donc je vais simplement exposer, on va dire le front sur le port 80, et après on ira voir dans le navigateur qu'on a bien l'interface qui s'affiche. Donc là dans un premier temps, du coup, je vais rouvrir un terminal du coup, où je vais me reconnecter. Donc là on voit que c'est possible du coup. Donc là avec le Tinux j'ai plusieurs terminaux qui sont ouverts. Okay. Donc là, dans un premier temps, là, je vais lancer simplement Spring Boot pour l'instant. Voilà, donc là, il télécharge via le Maven central toutes les dépendances. Voilà, donc dans un deuxième temps, je vais retourner dans le dossier du projet. Faire un petit npm install. C'est un peu long. N'hésitez pas si vous avez des questions. On peut en profiter peut-être éventuellement. Si le chat a des questions. Ou si Olivier, tu veux ajouter des choses sur les possibilités éventuellement, n'hésite pas. Comme il y a pas mal de développeurs, je pense aussi, qui nous écoutent, parler un petit peu de la stack derrière Nuage. Alors le front est entièrement en React.js. Et il communique avec l'API, donc l'API que vous pouvez utiliser avec curl, qui est une API REST, très simple. Et l'API en question est développée en PHP Symfony API Platform. API Platform, c'est un framework qui permet de construire des API, et c'est développé par des Français. Donc encore voilà, un petit côté cocorico. Symfony aussi est un projet français. Comme quoi, on a comme ça des grands projets qui sont développés dans nos contrées, n'est-ce pas ? Et pour tout ce qui est temps réel sur l'interface, alors là, on l'a assez peu vu, mais ça veut dire que c'est discret et que ça marche. On l'utilise en composant qui s'appelle Mercure, qui permet de faire du temps réel sur l'interface. Dans les contraintes qu'on s'était posées, c'était que pour faire du temps réel, on ne voulait pas faire de polling. Donc le polling, le principe, c'est demander régulièrement au serveur s'il a des nouvelles informations. Ça, c'est très finalement old school. Là, maintenant, le back est capable de pusher quand il y a des événements, et donc tout ça se fait via un composant qui s'appelle Mercure, qui est également développé en France. Voilà, donc même sur le choix des technos, on a essayé quand il y avait une bonne techno française de l'utiliser. C'est aussi important pour nous, et c'est vraiment dans notre ADN. Du coup, Mercure, tu parlais, je crois, de Symfony. Mercure, il me semble que c'est un protocole qui est développé à Lille, je crois, par Eticon, il me semble. Exactement. À Lille. Exactement. Donc là, au passage, j'ai eu quelques erreurs. J'avoue, je ne sais pas forcément pourquoi. Bon, en parallèle, du coup, j'ai installé Docker et Docker Compose. Là, pour le coup, il t'a mis un deny, là, non? Non, un deny, ouais. Alors, du coup, peut-être que je fasse un sudo dans... Hop. Voilà, donc ça, c'est passé. Docker Compose. Ok, donc le DB installé. Docker Compose. Je vais juste faire... Alors, normalement, je peux l'exécuter, donc j'ai pas besoin de faire de chmod, pour le coup. Alors, il y a une autre question dans le chat, je crois, de ChatDat. Vous avez d'autres services que les services d'instance? Sinon, quels seront les prochains services?
Alors aujourd'hui, comme on est sur une couche YAS, effectivement, c'est surtout de la proposition d'instances. Le stockage objet est également dans la roadmap. Voilà, dans les autres grandes fonctionnalités. Et après, ça sera quand on attaquera la couche pass, où là, forcément, d'un seul coup, l'univers des possibles va s'agrandir. Ok, du coup, je vais reprendre un petit peu la main. Du coup, là, l'idée, c'est en fait, on a sur le projet, c'est un projet tout simple, hein. Donc, dans le SRCMI Docker, on a un NGINX, du coup, YAML. Je vais le montrer. Hop. L'idée, c'est du coup de le lancer pour exposer notamment les ressources statiques et puis lancer l'application et l'exposer du coup sur le port 80. Donc là, c'est ce qu'on va faire. En principe, c'est censé fonctionner. Si je lance l'image. Voilà. Alors du coup, si je me rends dans le navigateur, je ne devrais pas avoir grand-chose pour l'instant, a priori. Là, je vais récupérer mon IP public. Super, j'ai un fort bien que je suis sur HTTPS, je pense. Ouais, ok, donc on a des erreurs. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas lancé du coup le backend, à mon avis. Ok, c'est bizarre ça. Pour l'effet démo. Alors, on me demande si via le service d'instance, est-ce qu'il est possible de gérer des auto-scaling groups? Alors pour le moment, tout ce qui est auto-scaling n'est pas intégré dans l'interface. Donc c'est-à-dire que voilà, pour tout ce qui est scaling aujourd'hui, il faut le gérer via l'API. Ou via l'API, on peut facilement aller créer de nouvelles instances ou en éteindre. Pareil, c'est quelque chose qui viendra après. Alors, il est bientôt 1h, donc on a bientôt fini. J'aimerais bien quand même terminer sur une bonne note en exposant l'application et vous prouver que ça fonctionne. Merci le chat de me sauver. Mais globalement, peut-être conclure en parallèle. Enfin, Nathan, je te laisse éventuellement nous livrer un petit peu de tes impressions en conclusion, en termes de points forts peut-être. Le port de ton app est bien exposé. Oui, de ce que j'ai pu voir, il a bien configuré le port en soi. Ouais, sinon, il n'y aurait pas la réponse 500. Il n'y aurait rien du tout. Ouais. Mon compte rendu par rapport à Nuage. Honnêtement, j'étais très surpris par la rapidité et la gestion en soi des instances qu'on avait jusqu'à maintenant. Même là, en voir les nouvelles modifications en termes des ressources, voir qu'on avait on avait plus d'instances disponibles qu'on pouvait insérer dans un seul projet était déjà très agréable au lieu de recréer des projets avec les éléments qu'on avait avant. Moi, en termes de tout ce qui est côté Cloud DevOps, comme l'a dit François, on peut très bien installer tout ce qui est cluster GKE sur une machine et faire tourner en parallèle. C'est une solution qui est très bien en soi. Le fait d'avoir des réponses et le support qui est là pour nous, H24, pour nous aider, nous accompagner, est vraiment très réconfortant pour quand on est en train de découvrir, qu'on ne sait pas vraiment où aller pour le moment. Donc moi, honnêtement, j'attends de voir la suite de Nuage et je pense que ça va être quelque chose qui va me faire plaisir pour moi à mon quotidien. Ok, je te rejoins pas mal sur ce que tu disais. C'est vrai que c'est une offre qui est intéressante parce que du coup, notamment en termes de simplicité, en termes de services, facilement accessible, facilement déployable. Donc très rapidement, on peut en fait avoir des services qui sont disponibles. Ça, c'est assez pratique. Comme tu disais, il y a aussi un support qui est vraiment taquet, qui est très, très rapide pour répondre, hein, donc on peut échanger facilement. On peut aussi proposer facilement des choses, remonter aussi des choses ou des propositions. Donc moi, j'ai trouvé qu'on était plutôt écouté quand on a discuté. Donc ça, c'est bien. On voit aussi qu'il y a une roadmap et une envie d'aller plus loin et de faire évoluer le produit. Et ça, c'est vraiment très bien. Le seul petit bémol, je pense, aujourd'hui, c'est aussi qu'on ne peut pas en fait resizer les instances en fait en temps réel. Mais ça, a priori, ça devrait être
résolu assez rapidement de ce que j'ai compris. Mais du coup, ça, c'est quand même un petit bémol. Mais en dehors de ça, je pense qu'on est quand même satisfait et content d'avoir pu tester du coup Nuage chez Ypon, du coup. Bon, pour le coup, je m'en sors pas avec mon erreur, du coup, je vais pas forcément m'acharner. Pas grave, c'est l'effet des mots, ça arrive. D'ailleurs, On voit qu'un Nginx répond, donc c'est bon, après, Ouais. ça fonctionne. Voilà. Je ne sais pas s'il reste des questions dans le chat ou est-ce que vous voulez qu'on va peut-être conclure et te laisser le mot de la fin, sinon, Olivier. D'abord, merci là pour tous ces retours très positifs. Nous, on est vraiment heureux d'avoir sorti ce projet, puisque faire quelque chose de simple, c'est compliqué. Donc voilà, on est très content. Maintenant, on a hâte parce que la roadmap est vraiment pleine avec plein de choses à faire. Donc, on a vraiment hâte de sortir ces fonctionnalités, d'en faire profiter tout le monde et surtout voilà, d'avancer avec la communauté qu'on développe autour de ce projet. Parce que pour nous, la communauté, c'est important et en tout cas, elle a vraiment son mot à dire sur les fonctionnalités qui seront développées en priorité. Donc, ne pas hésiter à nous faire des remontées par le chat, demain par le site qui sera spécialement développé pour ça. Parce qu'on a voilà, plein de choses dans les cartons et après même des choses un peu plus secrètes qui seront très attendues, ou en tout cas qui vont vraiment plaire quand on les sortira. Très bien. En tout cas, merci à toi d'avoir été là et de nous avoir présenté un petit peu le produit et l'offre de Nuage. Donc, n'hésitez pas aussi à suivre Nuage sur les réseaux sociaux, puis allez voir sur le site nua.ge pour avoir plus d'informations et pour essayer aussi de tester en fonction de vos qualifications. C'est toujours mieux de se faire à la main soi-même et d'essayer pour juger, quoi. Voilà. Écoute, on va s'arrêter là. Et puis, merci à tous d'avoir assisté à ce live Twitch. Et à bientôt. Merci. Très bonne journée. Salut. Merci à vous aussi.